bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui met en lumière comment une bonne hygiène de vie peut devenir une véritable force motrice pour exceller, tout en restant aligné avec ses valeurs et en préservant sa santé mentale et physique. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans ce podcast, je vous invite à découvrir les coulisses de la réussite des dirigeants et des entrepreneurs. Ensemble, nous irons à la rencontre de ces leaders qui, derrière leurs performances, partagent leurs routines, leurs défis, mais aussi les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours pour explorer comment ils ont traversé des périodes où leur bien-être a été mis à rude épreuve. Ils nous confieront ce qui leur a permis de rebondir face à ces défis, ainsi que les habitudes qu'ils adoptent aujourd'hui pour rester performants tout en préservant leur équilibre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, le burn-out. Ce moment où à force de trop donner, on finit par s'oublier et où le corps dit stop. Pour aborder ce thème, je reçois Nicolas Pérez, directeur conseil. Pendant des années, Nicolas s'est investi corps et âme dans son travail en entreprise, avec l'exigence et l'engagement qu'on attend souvent de ceux qui veulent bien faire, toujours plus. Jusqu'au jour où tout a basculé. Un burn-out, un véritable point de rupture qui l'a obligé à repenser ses priorités, son rapport au travail et à lui-même. Aujourd'hui entrepreneur, Nicolas accompagne d'autres professionnels dans leur réflexion stratégique, mais avec une approche bien différente, plus humaine, plus alignée. Dans cet épisode, il nous partage son histoire, son cheminement et ses prises de conscience. On va parler d'environnement toxique, de surcharge, mais aussi de cette nécessité profonde de se remettre au centre, de se prioriser et de mieux connaître son propre mode de fonctionnement pour préserver son équilibre sur la durée. Un échange authentique pour tous ceux qui aspirent à une réussite plus juste et plus saine. Bonne écoute! Hello Nicolas! Salut Carole! Bienvenue sur mon podcast Au-delà des performances. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Alors, aujourd'hui je suis directeur conseil, mais dans l'informatique. Avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une agence et je suis à mon compte depuis un peu plus de 3 ans. Et en termes de parcours scolaire, j'ai suivi IUT, licence, master informatique. Et au final, l'essentiel de mon job a plutôt été dans la direction et le management de projet et le conseil, plutôt que le développement pur qui était ma formation initiale. Avant d'être indépendant, tu travaillais en entreprise. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ? J'étais un peu contraint par la situation, on va dire. C'était pas un choix volontaire au tout début. C'est plus un contexte qui a amené justement à aller vers ce changement. Ça me faisait peur avant, ce statut-là. Le cadre du salariat était assez réconfortant, on va dire, pendant des années. Et je pense qu'on y reviendra après, mais ça a été à un moment donné une étape où la question s'est posée, que faire après cette entreprise-là ? Et où c'était l'opportunité de me lancer du coup à mon compte. Parce que toi, l'idée de base, c'était pas du tout forcément de te lancer en tant qu'entrepreneur. Tu voyais très bien ta carrière en tant que salarié. J'avais pas particulièrement d'ambition sur le fait d'être indépendant. Toujours eu quelque part dans ma tête de créer une boîte, mais plutôt en mode start-up, pas en mode conseil, autour d'un produit, une idée géniale, incroyable. Chose que je n'ai pas encore trouvée, mais je cherche toujours. Mais non, c'était pas forcément un projet. Moi, j'étais plutôt très embarqué dans le quotidien de l'entreprise dans laquelle j'étais et très investi dans celle-ci. Donc non, c'était pas une ambition particulière. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à ton compte ? Je tease un peu la suite, mais effectivement, il y a eu une étape de burn-out. Mais ce qui m'a motivé à mettre à mon compte, c'était de pouvoir, on va dire, construire mon business aligné avec mes valeurs. Ça, c'était un des points importants. Et de réussir à aussi capitaliser, parce qu'au final, j'ai quand même plus de 10 ans d'expérience sur différents postes, plutôt de management, direction de projet, conseil, etc. Et le premier move, c'était vraiment pour me tester. Et essayer de voir ce que ça allait donner. Ça coûtait pas grand-chose. J'avais les aides qui allaient pour tenir, j'avais un peu d'argent de côté et je pouvais tester cette aventure-là sans trop de risques, chose qui me faisait terriblement peur à l'époque, quoi. Ça fait combien de temps, du coup, maintenant que t'es entrepreneur ? Je calcule très mal, mais je pense que ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, maintenant que je suis à mon compte. Est-ce que t'as pris le temps de prendre un peu le recul
pour faire le retour de ce test, du coup, par rapport à ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a amené, où est-ce que t'en es dans ce challenge? Alors, je l'ai fait un peu indirectement par le... Alors déjà, il y a un arbitre qui est assez radical, qui sont les chiffres. La question du business, pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez central pour survivre dans le temps et surtout se rassurer, en vrai. Et donc ça, à la fin de la première année, ça m'a donné un peu une trajectoire. Je crois que j'ai commencé en juin à être auto-entrepreneur et je commençais à faire un mini bilan, on va dire, en décembre, qui a commencé à me rassurer, me conforter que c'était pas une idée complètement folle. Après, ça s'est plutôt inscrit dans le temps et on y reviendra aussi, je pense, mais comme je suis plutôt très investi dans ce sur quoi je vais, je me suis lancé dans une trajectoire, dans un move et j'ai continué. C'est vrai que quand tu as commencé à parler d'entrepreneuriat, tu as parlé de tes valeurs. Et moi, depuis que je te connais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Est-ce que tes valeurs, à un moment, ont été un frein ou ont été plutôt un accélérateur au niveau de ton entreprise? Alors, dans mon cas, je pense que j'ai eu une opportunité. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler dans l'éducation, à la sortie de l'entreprise dans laquelle j'étais et on m'a laissé l'opportunité au-delà de ça d'aller sur quelque chose qui était vraiment designé par rapport à mes valeurs et me laisser pas mal de latitude autour de ça. Donc en fait j'ai un peu construit au final une vision que je pouvais avoir et heureusement ma cliente était alignée sur ces valeurs-là, donc ça s'est fait un peu naturellement sans être un frein. D'autres contextes, c'est certain que certaines entreprises j'aurais choisi de ne pas travailler avec elles. Volontairement, j'aurais exclu certaines boîtes qui sont désalignées, des mastodontes, où l'humain est très peu représenté, où l'humain n'est qu'un numéro parmi tant d'autres. Donc non, c'était pas dans cette dynamique-là. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir avancer un pas après l'autre au début. C'était clairement ça. Et j'ai eu cette opportunité assez incroyable de me faire découvrir, parce que c'était un domaine que je ne maîtrisais absolument pas, autour de l'enseignement supérieur. Donc voilà, donc encore une fois, mon cas n'est pas forcément très représentatif. J'ai eu de la chance, de par mon réseau passé, et que les étoiles s'alignent. Mais voilà. Tu peux nous développer un petit peu tes valeurs, du coup? Alors, je vais prendre un terme un peu galvaudé, mais human-centric. C'est très bateau, en fait, de dire ça, mais pour le coup, j'ai eu l'opportunité, dans le temps, de manager pas mal de gens. Et ce que l'on oublie très souvent, c'est que même si ces gens-là, ils sont amenés à accomplir des tâches, réaliser des missions dans un cadre de l'entreprise, etc., mais pour autant, ce sont des individus qui ont chacun leurs propres valeurs, leurs propres envies, objectifs, etc. Et c'est vraiment de réussir à travailler avec des gens qui déjà, dans le monde de l'entreprise qui peut être assez violent, je le constate encore, qui mettent l'humain au centre. De se poser systématiquement la question, d'essayer de construire. Alors on continue à avoir des objectifs business, etc. C'est pas le sujet, mais en y incluant dedans le fait que ce sont des humains, ce ne sont pas des outils en fait, pour atteindre un objectif. Et j'ai l'impression que ça demande un effort intellectuel aujourd'hui de réussir à prendre cette hauteur-là pour essayer de vraiment visualiser qu'on n'est pas juste là pour produire, se lever le matin, on est un outil qui est au service des autres. Et je suis convaincu que l'on peut faire du business, que l'on peut monter des boîtes, j'en connais, qui accompagnent justement sur cette dynamique-là avec intelligence, qui sont à l'écoute, etc. Ça ne veut pas dire que tout est permis. Mais je vais prendre un exemple, très souvent aujourd'hui le terme bienveillance est un peu utilisé à toutes les sauces. Une entreprise qui met bienveillance et qui rajoute baby-foot dans les conditions, c'est une stratégie pour faire oublier les conditions de travail, qui est le véritable terme derrière qui a été un peu détourné. Donc c'est vraiment dans ce sens-là où il existe des vraies boîtes qui mettent des vraies conditions de travail, qui essaient vraiment d'accompagner les salariés, les collaborateurs, de suivre aussi la question de la charge du travail, etc. Et elles sont pas forcément très nombreuses, mais elles sont là. On a la chance, dans le coin en tout cas, d'en avoir quelques-unes. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Et en tout cas, moi, si je veux collaborer avec des boîtes ou voir après développer un business autour d'une idée géniale, que je n'ai toujours pas, mais qui arrivera, je l'espère. Mais voilà, c'est vraiment une dynamique qui pour moi est centrale. Du coup, c'est des valeurs que tu retrouvais pas ou plus forcément dans la boîte salariée où tu étais au moment de partir ?
que j'ai perdu. En fait, c'était une boîte qui était très petite au début quand je suis rentré. On était entre 10 et 15, je crois. Et 150 quand on est sorti. Mon poste a fortement évolué au fil du temps. Mais les choses, petit à petit, ont dérivé. Une fois que j'étais dans le bain, j'étais embarqué dans énormément de tâches, de boulot, etc. Et je n'ai pris conscience de ce désalignement des valeurs que vraiment quand les autres personnes qui étaient dans l'entreprise et qui étaient alignées avec mes valeurs sont parties. Et je me suis retrouvé un peu tout seul à un moment donné. Alors, quand je dis ça, je parle pas de l'ensemble des collaborateurs, non, du tout. Plutôt avec le top management, où je me sentais plus aligné, et c'est ça où il fallait une échappatoire, une issue qui m'a été contraint par le burn-out qui est arrivé ensuite, quoi. Tu peux nous expliquer un petit peu du coup ce burn-out que tu as eu, comment ça s'est manifesté pour toi, quels ont été les signes ou Alors, déjà, je pense que mon entourage l'a capté bien avant moi, pour le coup, et depuis fort longtemps, avant que ces événements arrivent. Il y avait quelques signaux déjà, enfin, l'indicateur assez clair, c'est autour de la charge de travail. Enfin, en ce qui me concerne, encore une fois, je pense qu'il existe plusieurs types bien sûr. de burn-out, mais celui que j'ai rencontré, il y avait une question de charge qui était très forte, où je me disais, si je le fais pas, personne ne le fera. C'était la réponse que j'apportais à mes proches quand ils me posaient la question sur « mais pourquoi tu travailles encore un week-end là ?» Et je ne sais pas trop comment j'en suis arrivé là, mais en tout cas, c'est arrivé très au fil du temps. Je me suis enterré. Je pense que je suis un des acteurs aussi de l'auto-enterrement. Je ne sais pas si ça se dit. Mais, on comprend le principe. Voilà. Et d'accumuler de la charge de travail, etc. Donc mes proches l'ont vu. Et quand on est arrivé sur les phases finales, en fait, je me rappelle, je suis parti pour une semaine de vacances. J'étais à l'étranger. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que c'était un circuit de vitesse. Ce que je dis d'habitude, c'est comme si on est sur un circuit de Formule 1 et qu'on est dans les stands et qu'il faut repartir et que l'on va être réembarqué ultra vite, ultra fort. Et c'est là où je me suis posé la question sur pourquoi j'y retournerai, puisque je m'y retrouve pas dans les valeurs qui sont portées. Et j'y suis allé, j'y suis retourné, et ça s'est traduit par tous les matins, c'était des crises d'angoisse. J'ai réussi à tenir qu'une semaine, et à la fin de la semaine, j'ai une amie qui m'a conseillé, qui a vu mon état, et qui m'a dit stop, quoi. Parce que je pense que j'y serais retourné. Si j'avais pas eu cette discussion-là, je me serais enterré encore plus, et j'y serais retourné. Donc ça a vraiment été un déclencheur, je la remercie encore d'ailleurs, parce que effectivement, elle m'a permis de prendre un peu de recul et de me dire non, là, il y a un état qui est pas normal du tout. Et ça, j'en avais pas forcément conscience. Voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, moi, ça s'est traduit sur le fait de, pendant des années, s'enterrer sous la charge de travail et revenir et se dire qu'on n'en est pas capable et que cet effort-là, je pense que je l'aurais fait, je l'ai fait les fois précédentes. Sauf que là, j'ai réalisé que les valeurs étaient plus les miennes à ce moment-là, que du coup, c'était pas possible, quoi. Et mon cerveau et mon corps, il a fait blackout, là, à ce moment-là. Ouais, donc du coup, arrêt maladie ? Oui. Pendant un long moment, tout le tintouin, là, tout ce qui est médicaments, tout ça, pas le choix, pour réussir à ressortir un peu la tête de l'eau. Ça a été très compliqué parce que la première phase, c'est énormément de culpabilité. Ouais, j'allais dire, donc tu cours, tu t'arrêtes, là, qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, le principal truc, ça a été énormément de culpabilité et à me dire, j'ai abandonné tout le monde. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas y retourner. Et je sais, mais même physiquement sur les lieux, c'est comme si c'était un lieu d'un accident en fait. Oui, il y avait un vrai traumatisme. Ah oui, il y a vraiment eu un déclencheur, et même encore aujourd'hui, quand je passe à côté des bureaux, j'ai toujours un petit truc qui fait que... voilà. Et donc oui, non, je sais pas comment le cerveau il a fait un blackout. Et après, on a vraiment eu la question effectivement de la culpabilité. Sur le truc, alors pourquoi moi je lâche et pas les autres, mais je vais pas lâcher mes équipes, parce que j'ai encadré 2 équipes à ce moment-là, et je culpabilisais de pas être là pour les aider, de pas faire le lien avec le management qui des fois pouvait être pas brutal, mais pas tout le temps adroit, on va dire. Donc, et le sentiment vraiment d'abandonner, quoi. Très compliqué. Et là, du coup, qu'est-ce qui t'a permis à ce moment-là de commencer à remonter la pente ? Qu'est-ce que t'as mis en place ? Où t'es allé chercher des solutions ?
Alors la stratégie, déjà j'étais accompagné, hein, j'ai eu la chance d'être quand même très bien entouré, donc ça c'était très chouette, les amis étaient là, la famille était là, vraiment c'était très cool. Et puis simplement aussi psychologue, etc., médecin, il y a eu psychiatre à la fin aussi pour aider. Donc ça c'était plus sur il y avait médicaments, donc il valait mieux quelqu'un qui connaisse un peu les dosages par rapport à tout ça, et l'objectif c'était de remonter la pente et de rapidement s'en défaire. Donc l'idée c'était, encore une fois, quand on pilote des projets, moi j'avais une ambition, c'était effectivement d'aller mieux. Et le plus compliqué à ce moment-là, ça a été de se dire, en fait, je vois l'objectif final, mais par contre ça va être un pas après l'autre. Et un jour sur l'autre, c'était pas le même état, et ça changeait. Donc c'était accepté, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas une ligne droite. Le burn-out, on compare ça souvent à un mur qu'on se prend en pleine face, et c'est quelque chose de très brutal où d'un coup, du jour au lendemain, on a du mal à sortir de son lit, on est complètement à plat et arrêté en cours de vol. Quoi. Mais ce qui est impressionnant, c'est comme une chape de plomb qui tombe dessus. Pour le coup, sur vraiment l'impression physiquement, j'ai senti des années de fatigue qui me sont venues dans la tête, et tout le temps que j'ai pu passer aussi à essayer de me remettre, j'avais des séquences du travail qui me revenaient, des cauchemars, des situations, et vraiment... Et encore une fois, on dirait que c'était... Moi, je me suis éclaté pendant plus de 10 ans. J'étais à fond, j'ai adoré ce que j'ai fait, etc. C'est pas vraiment le sujet, quoi. Mais j'avais des moments, en fait, où justement, c'était un peu ce que j'avais accepté par accord avec mes valeurs, et des situations que j'avais acceptées et qui me semblaient anodines parce que j'étais embarqué dans le bain, et qui me revenaient en cauchemar, qui me revenaient en séquence, en rumination dans la tête, etc. Et c'est là où, c'est pour ça que les médocs ont aidé, parce qu'ils ont calmé le cerveau, quoi. Et ça, c'est un des principaux trucs qui est aussi frustrant quand on est habitué à faire 1000 choses en même temps, c'est de se dire que le cerveau, volontairement, on essaie de l'assommer, et on a l'impression de ne pas être très malin sur ces périodes-là, et ça génère d'autres frustrations. Donc, voilà, des périodes assez compliquées. Ouais, j'imagine. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que le burn-out a encore un impact sur ton quotidien, sur ta manière de vivre, ou tu penses que tu en es vraiment complètement sorti et remis ? Alors, remis, je pense l'être. Par contre, c'est comme ça m'a appris des réflexes, et mon cerveau, il voit des red flags des fois. Donc, des fois, je sais que je continue à être passionné à fond dans ce que je fais, ça ne change pas. J'essaie de le faire justement dans des contextes où je suis beaucoup plus raccord avec les valeurs, pour le coup. Mais par contre, de temps en temps, je sens des signaux qui me disent « Ok, là, il faut faire un break parce que ton cerveau, il commence à ne plus réussir à réfléchir correctement. Prendre la distance, repose-toi, etc. » J'ai d'autres mécanismes aussi qui sont en place, qui sont tout bêtes. C'est comme j'ai tendance à essayer de trouver des solutions dès que je suis face à un problème. Le vrai problème, c'est que des fois, j'essaie de trouver des solutions quand on ne me le demande pas. Et c'est un des sujets qui a fait que je me suis enterré. Au final, alors je pense que ça a quand même servi dans le contexte de l'entreprise dans laquelle j'étais, mais aujourd'hui, un des exercices que je fais, c'est que quand je m'embarque dans un truc, je me dis, alors, est-ce qu'on me l'a vraiment demandé, ça ? Est-ce que ça rentre dans un cadre ou autre ? Qu'est-ce qui... voilà, et je pense que c'est le travers aussi quand on est perfectionniste, quand on veut bien faire, etc., qu'on peut c'est une tâche sans fin, donc l'idée, c'est de trouver et de détecter quand on est embourbé dans un truc qui mouline un peu trop, quoi. Du coup, ces red flags, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as identifié comme red flag ? Alors, des difficultés de concentration. Il y a un truc qui peut être une force et une faiblesse, mais c'est qu'en général, je réussis à gérer plein de sujets en parallèle. Alors, j'ai pas le vrai terme, mais on m'a parlé d'arborescence, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, je fonctionne comme ça, et quand j'arrive plus à adresser les différentes tâches en parallèle, pour moi c'est un signal que le cerveau il a besoin de faire un break, quoi. Qu'il est plus dans une capacité normale, etc. Alors il y a peut-être aussi une question toute bête de l'âge aussi, qui me permet peut-être de plus être aussi réactif, paralysé autant qu'à l'époque. Mais en tout cas ça me permet moi c'est un des signaux. C'est le signal, comme quoi il faut se poser, prendre un peu de recul et essayer d'imaginer une stratégie pour me poser ou me sortir d'une situation. Alors après, ça n'enlève pas qu'il y a des périodes de rush où c'est la galère, et c'est la galère, quoi. C'est là, dans le cadre de l'éducation, il y a une rentrée qui approche, il faut trouver des profs, il faut trouver les profs. Il n'y a pas 1000 solutions, quoi. Et il y a une deadline qui est la rentrée. Donc là, on ne peut pas y couper. Mais ça fait effectivement travailler un peu plus la préparation en amont. Voilà, même si on peut pas toujours, mais
de préparer et gérer un peu mieux les pics de charge. Mais en tout cas, voilà, ça pour moi, ça reste quand même le principal signal sur ça. Et puis la fatigue générale aussi sur ça. Il peut y avoir des moments, alors je m'énerve très peu, mais quand on réussit à me tendre sur des sujets, c'est peut-être que sur cette période, je suis un peu fatigué, quoi. Voilà. C'est un des signes aussi. C'est ça. Effectivement, du coup, il y a des périodes où t'es quand même très chargé, avec beaucoup de travail, c'est très intense. Comment tu les vis, ces périodes ? Est-ce que ça vient te trigger un petit peu Alors oui. Là, j'en ai vécu une l'été dernier où j'ai dû annuler des vacances parce que je sentais que ça ne rentrait pas dans le planning et qu'il fallait qu'il y ait des tâches qui avancent. Hein, c'était l'objet de la mission. Et ces vacances-là tombaient vraiment très mal. Mais j'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille. Ça m'a énervé. J'étais frustré. Mais par contre, je sais que j'étais incapable de débrancher le cerveau. Donc, j'aurais pas pu être en vacances dans tous les cas. J'ai tenté genre une demi-journée de vacances et très vite, la demi-journée suivante, je retravaillais parce que je l'avais en tête, que je savais que c'était une épée de Damoclès, que chaque jour qui passait sur une deadline qui approchait, ça me mettait vraiment dans la galère. Et donc là, j'étais incapable de reposer le cerveau. Donc là, j'y suis allé, donc ça génère de la frustration. Je le vois et je le sais. Et je m'étais fait un plan à l'issue de ça pour réussir à vraiment décompresser. Je me suis fait un voyage, je suis allé me balader au nord de la France, en Belgique aussi, pour prendre quelques jours vraiment et sortir du truc, chose que je n'aurais jamais fait avant. J'ai une stratégie j'ai une stratégie pour essayer de me remettre et regagner des points de vie. C'est comme ça que je le formule en général. Qu'on perd quelques points quand on est en phase tunnel, mais pas le choix. Hein. Et après, une fois lancé un tunnel, là pour le coup, c'est la frustration au début, mais après, faut dérouler quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as une stratégie du coup, parce que j'ai l'impression que le mot stratégie c'est quelque chose qui régit beaucoup ta vie. Est-ce que tu as une stratégie pour prendre soin de toi dans ton quotidien aujourd'hui ? Alors là, ça peut rejoindre effectivement le fait que tu m'aies aidé sur ces chapitres-là. La première chose, ça a été, et ça arrive tardivement, c'est vraiment quand on a eu l'opportunité d'échanger ensemble, mais c'était de me remettre un peu dans l'équation. C'est-à-dire que pendant longtemps, le centre de l'équation, c'était quand même le travail. J'ai bien compris que il fallait que j'existe par rapport au travail, c'est quand même le but premier, on va dire, voilà, c'est ça. Et donc du coup, de me recentrer, donc déjà ça a été la première étape. Après, on a échangé ensemble, et donc là est venu des points d'amélioration qui pour moi étaient largement, j'allais dire secondaires, même tertiaires, voire plus, qui étaient autour de l'alimentation, notamment. Rien que... alors, je suis loin d'être... tout est loin d'être parfait, etc., évidemment, mais... c'est pas ce qu'on demande, de toute façon. Mais en tout cas, c'est le sujet sur lequel je porte désormais un peu plus d'attention. Voilà, il y a un peu plus d'exigence autour de ça. Alors, il y a des phases aussi. Quand le travail est ultra intense, etc., je retombe dans la facilité. Mais pour le coup, ça reste quand même quelque chose qui me travaille, qui reste en tête et qui fait que, quand je prends un truc, je dis « Ok, là, je sais que je suis pas dans les clous par rapport à ce qui devrait être et je vais essayer de faire plus attention la fois prochaine. » C'est quoi du coup tes réflexes au niveau de l'alimentation que tu regardes, ce à quoi tu fais attention ? Oula, protéines, féculents et je ne me rappelle plus le troisième, jamais. Les lipides ? Voilà, les lipides, mais j'essaie de varier en fait autour de ça. Alors tout ce qui est junk food, c'est beaucoup plus rare quand même, qui est McDo, etc. et tout, ça arrive encore. Hein. Et je garantis pas qu'à la sortie de ce podcast où l'enregistre, ce soit McDo. C'est vraiment ok. Mais par contre, sur l'essentiel, j'essaie en tout cas d'apporter un peu une vigilance. C'est très bête, mais manger de la ratatouille, c'est quelque chose qui était dans mon quotidien qui n'était pas du tout envisageable, etc. Alors encore une fois, il y a plein de choses à améliorer et tout, mais ça c'est quelque chose que j'intègre désormais dans les trucs que je peux prendre, quoi. Donc c'est des petits pas, encore une fois, un pas après l'autre, mais en tout cas c'est un axe d'amélioration. Et la question de l'alimentation, effectivement, est un point important. Et t'as senti que ça faisait la différence sur ton énergie, ton bien-être, là après plusieurs mois de recul ? Alors oui, je pense que c'est une démarche un peu plus globale en tout cas, mais je pense que ça a été un des leviers. J'ai aussi perdu du poids, pour le coup. Donc et sans que ce soit un objectif spécifique, etc., ou un régime ou quoi que ce soit, juste rajouter 2-3 trucs dans mon alimentation, et pas enlever d'ailleurs, voilà. Oui, je pense que dans la totalité, ça a fait que ça a permis de franchir une étape. Un peu dans l'amélioration, un peu sur le fait de reprendre un peu plus soin de moi, etc. Il reste encore du chemin, etc. Mais
Ça avance. Ouais, de toute façon, il y a toujours du chemin. Hein. Peu importe où on arrive, moi je dis toujours que le but, c'est vraiment pas d'atteindre la perfection, c'est vraiment de trouver l'équilibre de ce qui fonctionne pour nous à ce moment donné et qui reste simple et durable, quoi. Parce que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui marche. Je pense qu'effectivement, le fait que ça se soit inscrit dans la durée, c'est ça un véritable exploit quand même, parce que je pensais pas que ce soit atteignable, cet objectif-là. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Encore une fois, avec le temps, ça s'atténue un peu, etc. Mais ça reste quand même dans ma tête et je sais que systématiquement, j'essaie d'amener... Déjà, quand je fais les courses, j'achète des choses qui sont bien différentes de l'époque. Donc, c'est qu'il y a eu du changement, en tout cas, autour de ça. Trop bien. En dehors de l'alimentation, il y a d'autres pôles un peu bien-être sur lesquels tu as mis des nouvelles choses en place et surtout qui sont restés et où tu sens que ça te fait du bien aujourd'hui? Pas trop, pour être franc. Il y en a un qui est clairement le sport, qu'il faut que je réussisse à faire, mais on en est toujours lié à la question du temps, Ouais. qui est quand même une très forte contrainte. Donc mais c'est dans les tuyaux là en plus, il commence à faire on le souhaite, de plus en plus beau. Donc l'idée c'est d'aller vers cette trajectoire-là. Clairement, je veux réengager sur du sport, et puis rien que pour éliminer le stress, la tension des journées, etc. que l'on peut avoir. Je pense que ça c'est clairement un très très bon levier et que je n'exploite pas du tout encore, quoi. C'est vrai que le sport pour la gestion du stress, c'est vraiment un des piliers principaux. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être très intéressant de focus, que ce soit le prochain focus de ta stratégie. Exactement, pour le coup. Stratégie, ouais, c'est le mot. Une fois lancé à ton compte, est-ce que ça a été plus simple de gérer ton équilibre ou est-ce que tu t'es retrouvé face à d'autres challenges par rapport à ton bien-être entre le salariat et l'entrepreneuriat? Alors, dans la théorie, ça devrait, je pense, être plus compliqué, mais pour moi, ça a été plus simple. Parce que, plus compliqué dans le sens où, à l'époque, quand je travaillais tout le temps, donc j'avais pas le temps à consacrer à moi. Là, quand j'ai été indépendant, c'est arrivé du coup dans un second temps, et après un burn-out. Donc j'étais obligé de tirer les enseignements, en tout cas, de ce que j'ai vécu avant. Et je pense que c'est vraiment lié à la place qu'on veut y accorder, mais également aussi le type de business qu'on a. Il faut avoir du temps, donc le temps c'est de l'argent, paraît-il. Et selon, on peut être indépendant et avoir des revenus qui sont galères, et dans ce cas-là, ça va être compliqué de prendre soin de soi. Moi, j'ai la chance d'être sur des types d'activités qui sont assez rémunératrices avec de l'expérience. Donc, on va dire que dans le game, je m'en sors bien sur ce chapitre-là. Par contre, pas forcément représentatif de la totalité des gens qui sont à leur compte. Donc ça, je pense que c'est une vraie variable de réajustement. Moi, en ce qui me concerne, du coup, j'ai pu amener une cadence un peu différente, à structurer aussi mon temps d'une manière différente par rapport à ce que je vivais avant. Donc, ça m'a laissé du champ libre pour pouvoir prendre soin de moi. Voilà. Mais j'imagine effectivement d'autres métiers plus artisanaux, des choses comme ça, qui demandent un engagement bien différent, une implication très forte. Physiquement aussi. Physiquement également, ouais. Et donc, on est vraiment sur des... C'est pour ça que la typologie de métier, je pense, le conseil, c'est un peu le truc rêvé. On arrive, basé sur notre expérience, on fait des recommandations, il faut effectivement faire des études, etc., de dossiers qui nous sont confiés, des documents, mais on n'est pas sur un chantier à bosser en plein cagnard ou en plein hiver. C'est des contextes qui sont très très différents, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et c'est vrai que le côté financier, pour prendre soin de toi, mine de rien, c'est quand même... Ah oui, ça, je suis convaincu que c'est un critère ultra important et qui est du coup pas du tout égalitaire. Ouais. Et on n'est pas du tout égaux face à la possibilité de pouvoir prendre soin de soi. Bon, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais effectivement, sur ces sujets, je pense que la question des revenus est assez centrale et on le voit rien qu'en termes de qualité de produit, sur l'alimentation. ou en termes d'alimentation, effectivement, tout ce qui est junk food ou plus généralement hyper transformé, c'est moins cher, plus accessible que des produits qui se veulent plus bio, sur une chaîne un peu plus alternative, etc. Et donc automatiquement, ça fait une discrimination effectivement sur ça, quoi. C'est vrai. On parle beaucoup de la surcharge de travail, de la surcharge mentale, etc. Depuis le début de cet épisode. Comment t'organises tes journées aujourd'hui pour éviter cette surcharge, ou pour en tout cas mieux la modérer ?
Je me fais un planning, c'est tout bête. Il faut imaginer qu'à l'époque, je travaillais 39 heures et j'avais plus de 40 réunions par semaine. Rien que ça, donc le temps restant pour travailler, c'était les soirs et week-ends. Enfin, pour faire du temps productif, les réunions étaient pour autant certaines productives, pas toutes, mais certaines. Là, je me structure un emploi du temps où je prévois du temps aussi pour moi, pour le coup, dans cet emploi du temps. Donc ça, c'est vraiment un confort que je peux me permettre, donc j'en profite. Voilà, sur ça. Alors après, je dis pas que si financièrement ça devient compliqué, je vais pas changer ce game-là et devoir charger beaucoup plus mon emploi du temps, mais en tout cas, j'essaie de tenir une cadence comme ça pour garder du temps d'oxygène pour moi. Alors des fois, je fais du travail, mais sur des projets perso, toujours l'ambition de trouver le projet génial. La future start-up. Voilà, exactement, bienveillante. Pour employer le terme que tout le monde emploie, il faut pas utiliser, avec des vraies conditions de travail. Non mais oui, c'est vraiment essayer de prendre du temps pour poser le cerveau et ne pas être juste embarqué dans une moulinette infernale que je peux provoquer moi-même aussi, j'en ai conscience. Et même dans ton planning, t'as mis un système d'organisation, quelque chose de particulier en place ? C'est très trivial, ce planning-là, c'est juste que telle demi-journée, je suis sur tel sujet, etc. En fait, globalement, j'ai 3 types de créneaux. Soit je travaille pour mon client principal qui est dans l'éducation, soit je donne cours, soit je travaille sur d'autres missions. Et les autres missions, je varie via du conseil auprès d'entreprises, soit via de l'apport d'affaires, soit sur mes projets perso, où je poke des trucs, ça me permet de rester aussi dans le game, puisque rester un peu sur le côté technique. Et le 4e créneau qui est effectivement le temps pour soi, que je prends, et typiquement là j'essaie de garder les créneaux des vendredis après-midi pour faire des week-ends un peu plus longs. Voilà, encore une fois c'est une opportunité que j'ai maintenant, j'espère qu'elle s'inscrira dans le temps, mais ça dépendra en fonction des chiffres qui se feront là les prochains mois. Et du coup, donc en fait tu regroupes par grand pôle ton organisation, quoi. Tu te focuses sur une seule tâche ou une seule activité principale par pôle de temps. Un domaine, effectivement, ça c'est quasi indispensable, mais même dans ce domaine-là, j'ai plein de tâches variées. Vu que ça concerne l'accompagnement d'une école, l'idée c'est qu'effectivement, je gère des plannings, je gère les contenus d'intervention de profs qui me demandent du conseil, la commercialisation aussi pour préparer l'année à venir. Donc il y a quand même là plein de tâches diverses et variées. Mon cerveau est câblé, comme je l'avais dit, pour pouvoir faire les choses en parallèle. Par contre, ça convient pas à tout le monde. Donc en vrai, c'est super important de prendre du recul et essayer de comprendre quel est le modèle opératoire du cerveau de chacun et de se dire, ok, moi je fonctionne sur cette approche-là, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est juste une approche différente. Et comment je peux, à partir de là, réussir à structurer mon temps et à l'organiser. Si on travaille sur du temps séquentiel, il n'y a pas de sujet, il existe des méthodes de travail aussi qui permettent de faire ça. On se prévoit des plages longues sur certains focus où on se met totalement hors ligne du reste pour réussir à ne pas être contacté, et on prévoit à l'inverse des slots pour pouvoir interagir avec les autres équipes, etc. Mais le temps, on le pilote et on le structure. Alors bon, ça après c'est la déformation professionnelle, la gestion de projet, le management de projet, c'est un peu mon dada, mais l'idée c'est qu'on pilote son planning et qu'on ne soit pas piloté par le planning. Voilà. Je vais prendre un exemple, quand on a l'impression de courir tout le temps, c'est que l'on est piloté par le planning, c'est qu'on n'est pas en maîtrise. Sinon on aurait conscience de différentes étapes, on serait organisé, etc. Donc le rythme et la cadence, on peut en avoir conscience, on peut l'augmenter, le réduire, etc. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut faire l'effort de prendre du recul, et chose que l'on fait rarement, spontanément en tout cas, par rapport à la somme de tout ce qui doit être fait pour se dire, ok, j'ai un plan d'action que je vais construire, je vais prioriser mes tâches aussi. Enfin, là, on est vraiment sur de la gestion de projet pur et dur, mais ça se prête bien un peu à tous les pans de l'organisation du travail, d'une manière générale, où effectivement, il faut que l'on réussisse à organiser son temps pour ne pas s'enterrer et faire les tâches qui ont le plus d'importance. Et concrètement, quelqu'un qui se retrouve là dans ce que tu dis, de courir tout le temps, après les tâches, tout ce qu'il doit faire, mais qui n'a pas forcément ces connaissances et cette capacité de gestion de projet que tu lui conseilles quoi, pas à pas ? Comment il peut s'organiser, ou comment il peut réfléchir et introspecter sur cette problématique ? Alors, le premier exercice, c'est une cartographie des tâches. Okay. Le premier truc, c'est se dire, essayer de lister les types d'activités que l'on fait. Par exemple, si on a une activité récurrente,
l'identifier comme une tâche récurrente qui prend tant de temps par semaine. Et on peut commencer à structurer une semaine type. Donc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui enregistre des podcasts toutes les semaines, il y a par exemple un jour de prod sur les 5 jours ouvrés qui sont consacrés sur ça. Et ça veut dire qu'il reste 4 jours sur le reste de la semaine. Et faire ça avec la somme de toutes les tâches récurrentes. Après, on commence à identifier les types de tâches, on va dire, qui arrivent à la demande, des missions ponctuelles, etc. Et on commence à le caler sur le temps restant et on structure sa semaine. Un exercice à faire que j'ai déjà évoqué, c'est le fait de prioriser. Donc là, et de définir aussi des tâches qui soient smart. Encore une fois, c'est très scolaire ce que je vais dire, mais pour moi, c'est une des règles absolues, c'est qu'une tâche, pour qu'elle puisse être faite, elle doit être clairement définie. Et il faut qu'elle soit mesurable, atteignable, enfin, on revient vraiment sur le concept de SMART. J'invite les auditeurs et auditrices à aller vérifier ça. Il y a plein de docs sur Internet, mais ça permet de structurer une tâche pour qu'elle soit réalisable, simplement, et que l'on puisse atteindre l'objectif de cocher ça. Et donc là, on est sur la définition de la tâche, donc savoir qu'est-ce qui doit être fait, dans la manière de la formuler. L'autre truc, c'est après la prioriser par rapport aux autres. Et là, il existe aussi, il existe Moscow, après il y a la matrice d'Eisenhower, il y a différents outils qui permettent de se poser la question sur, ok, cette tâche-là, pour que ce soit un succès, il faut la prioriser, il faut que je la mette, il faut impérativement qu'elle soit faite. C'est mieux qu'elle soit faite, etc. Et on essaie de les catégoriser sur les 4 grandes cases, par exemple avec Moscow, et à partir de là, ça permet de prendre du recul face à ces tâches. C'est la principale difficulté. Moi, sur les projets sur lesquels j'étais, donc moi c'était plutôt du développement informatique, la difficulté c'est que les équipes ont tendance à foncer tête baissée et ne pas prendre le recul nécessaire pour se dire ok, mais où j'en suis, où je vais et où j'atterris. Mais ça demande un effort. C'est pas naturel parce qu'en plus quand on est passionné par ce que l'on fait, on veut produire, on veut faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous nourrit quelque part dans ces tâches-là. Mais la prise de recul, c'est vraiment ça qui permettra de donner les clés pour pouvoir piloter et être en maîtrise de cette situation-là. Voilà. Et de son temps, etc. Tout à l'heure, tu nous expliquais un petit peu comment ton cerveau était câblé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su et qui a été très facile à mettre en lumière, ou est-ce qu'il y a eu des périodes, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a eu d'autres techniques, d'autres tentatives d'organisation ou de fonctionnement avant de vraiment comprendre ce qui fonctionne pour toi? En vrai, jamais posé la question. Et depuis que je suis gamin, ça a toujours été un schéma où que je faisais les devoirs, c'était devant la télé, je faisais autre chose en parallèle, je faisais tout le temps plein de tâches et les devoirs se faisaient pas trop mal. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. Je me suis pas réellement posé de questions, je me suis pas posé de questions sur le fait que ça pouvait me fatiguer aussi, de pas réaliser trop de trucs en parallèle en termes de charge mentale, etc. C'est plus en échangeant avec les gens, il n'y a aucun diagnostic de quoi que ce soit qui a été posé ou quoi que ce soit, mais où je commence à potentiellement me reconnaître sur le cerveau il fonctionne comme ça. Voilà. Ça m'apprend pas des choses révolutionnaires, mais effectivement maintenant je sais que la parisation des tâches, ça c'est un truc qui est vraiment ancré en moi depuis toujours, et je pense surtout pas à conscience que c'était pas forcément commun à tous. Voilà. Et pour moi, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur et chacun a son modèle de fonctionnement, mais voilà, le mien il est comme ça et je pensais qu'il n'existait que ça. Simplement, il n'y avait pas trop de sujets, donc en discutant avec les gens, ça me permet aussi de mieux comprendre, on en revient à la question de l'humain, comment les gens fonctionnent, pour mieux les accompagner, etc. Ça, je me rendais compte en fait indirectement aussi au travail avec mes équipes, où effectivement chacun avait son mode de fonctionnement, etc. Et je l'avais pas mis sur le mode de raisonnement, en fait, je l'avais pas aligné, donc là je commence à capter un peu tout ça, quoi. Pour revenir sur le sujet du burn-out, avec ton expérience, est-ce que tu penses que c'est encore un sujet tabou dans le monde professionnel? Alors, je pense que côté employeur, ça peut l'être, et côté salarié, c'est dévoyé. Je m'explique. C'est que aujourd'hui, j'ai l'impression, côté salarié en tout cas, que le mot burn-out arrive vite, et ça enlève un peu, j'allais dire de sa superbe, légitimité, du réel impact que c'est. En fait, tu prenais l'exemple du mur, c'est vraiment, alors je pense qu'un vrai mur est encore plus violent, mais c'est vraiment très violent. Et c'est chacun après, je suis certain, vit les burn-out de manière différente, mais j'ai l'impression que dès lors que l'on est fatigué, qu'on est dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables aussi, on traduit ça par du burn-out.
c'est pas le terme. C'est qu'effectivement, il faut changer le cadre du travail, mais on n'est pas dans une situation d'épuisement qui, en tout cas, pas telle que celle que j'ai vécue. Donc je pense qu'il faut faire la nuance entre ce qui est effectivement de mauvaises conditions de travail et d'épuisement, mais sans crash, on va dire, de ce qu'est le vrai crash. Voilà, ça c'est un peu sur le fait de dévoyer le terme burn-out. Côté employeur, ça arrange bien de pas trop le savoir. Après, il peut y avoir... je sais que dans la boîte où j'étais, sur la question du burn-out, ce terme-là n'avait jamais été... j'ai pas eu une seule séquence de formation ou quoi que ce soit sur cette thématique-là. Oui, il n'y a pas eu de sensibilisation ou quoi que ce soit. Non, les seuls... éventuellement, c'était une visite à la médecine du travail et une question... est-ce que vous travaillez beaucoup ? Oui, point. Voilà. Mais il n'y avait pas une vraie prise de conscience de ce que ça pouvait être. Et je sais qu'au sein de l'entreprise, des gens m'ont indirectement préservé parce que à certaines fonctions clés, on a découpé mon rôle, par exemple, quand il y avait trop de travail. Donc, il y a eu des périodes où, effectivement, il y a eu quand même des actions qui ont été menées. Mais après, sur la période qui a suivi, on va dire que le bénéfice était à 100% pour l'employeur, sachant que je faisais le poste de plusieurs personnes. Et que du coup je compensais on va dire beaucoup de sujets qui n'étaient pas couverts, qui n'étaient pas organisés, qui n'étaient pas structurés, etc. Et donc c'était clairement au bénéfice de l'entreprise. Après, encore une fois, je me suis enterré aussi, donc je pense que c'est une double responsabilité. Il n'y a pas que celle de l'employeur, même s'il y a quand même, je suis convaincu qu'il y a une responsabilité employeur sur le fait d'accompagner les collaborateurs, en tout cas autour de la prévention, autour de l'accompagnement, mais ça demande une vraie politique RH autour de ça, donc ça demande une DRH ou un DRH qui suivent tout ça réellement avec un véritable engagement. Et selon le type de boîte, on en revient justement au fait que des fois c'est pas tellement un sujet et l'objectif c'est la facturation. Donc même si effectivement pour piloter une boîte, la question financière est évidemment éminemment centrale, pour atteindre cet objectif-là, il y a tout un chemin et c'est faire un raccourci de se dire qu'on ne parle que de finances. Et ce raccourci, il est très souvent pris parce que l'objectif, c'est de faire du chiffre. Et c'est pour ça que je parlais de la question humaine, c'est que ça demande un effort en termes de management, et là je parle plutôt de top management, pour pouvoir amener un cadre qui justement embarque réellement les collaborateurs dans l'exercice. Des choses qui sont très bêtes, rien que des boîtes qui font que les collaborateurs sont des associés, ça les implique beaucoup plus. Enfin, il existe différents leviers, quoi. Comment tu vois l'évolution de la prise en compte du bien-être dans le monde du travail ? Est-ce que ces dernières années, t'en vois une en tout cas ? Ça me laisse sans voix. Ouais. J'ai l'impression... Alors, maintenant avec la question comme j'accompagne les écoles et qui proposent du coup l'alternance, je vois aussi comment les entreprises traitent les alternants. Et ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout, on n'est pas forcément sur la question du burn-out ou de la charge de travail, mais alors des fois si, clairement, par rapport à ce que l'on peut demander aux étudiants en alternance, mais c'est plutôt sur les conditions de travail et la relation employeur-employé, on va dire, qui sont clairement compliquées, quoi. Donc je pense que, encore une fois, certaines entreprises qui ont vraiment une véritable volonté, véritable engagement, mais dès le départ, amènent ça. Mais ça doit venir de la tête de la boîte. Vraiment le top management, voire le ou la fondatrice, etc. Il faut qu'il y ait vraiment une véritable dynamique pour que ça puisse hydrater simplement les autres niveaux de la hiérarchie et que ça donne du sens et des valeurs à la boîte, quoi. Et ça, c'est quand même pas commun encore. Aujourd'hui, on entend parler de plus en plus d'entreprises à mission, avec des objectifs sociaux, etc. Donc on commence à ancrer que l'entreprise, elle peut faire du business et elle fait du bien autour. C'est bien, la question de l'engagement autour de l'accompagnement des collaborateurs, mais ça reste un sujet qui est compliqué. Je vais prendre juste un exemple sur un des signaux pour une boîte, c'est déjà de voir s'il y a un vrai poste de direction des ressources humaines. C'est un très bon indicateur. Si vous voyez juste un Chief Happiness Manager ou un Office Manager qui a la casquette RH, vous pouvez être assuré qu'on va être potentiellement en difficulté parce que mes amis RH que j'embête en général vont rigoler, mais c'est un vrai métier, RH. Pour le coup, sur le fait d'accompagner, sur le fait d'amener la fidélisation des collaborateurs, et la fidélisation, ça ne passe pas que par le salaire. Donc il y a la question de l'engagement, l'attachement avec l'entreprise, etc. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et donc du coup, ça demande un effort et un vrai poste
autour de ça. Enfin, je blague sur les chefs happiness managers parce que c'était un peu une tendance, je sais plus trop où ça en est aujourd'hui, mais sur le fait que les collaborateurs soient heureux, encore une fois, c'est pas un baby-foot. Ouais, c'est pour ça qu'il ferait c'est que il faut bien faire la distinction. Après, certaines boîtes ont très certainement ce type de profil qui apporte un vrai tutorat auprès des collaborateurs, par exemple, un véritable accompagnement, etc. Encore une fois, c'est une caricature que j'ai faite, mais en tout cas, c'est un point de vigilance parce que c'est un vrai rôle. Et moi, je sais que certaines boîtes dans la tech, on peut regarder, elles ont des armées de talent acquisition managers où le job, c'est de faire la chasse et de recruter, mais pas de garder. Ouais. Donc on n'est pas du tout sur la même dynamique, c'est plus pour compenser un turnover que de fidéliser les collaborateurs. Donc, et donc ça, ce sont des indicateurs, clairement, moi quand je regarde les boîtes, même avec lesquelles je peux être amené à collaborer, ou je dois ou pas recommander à mes alternants, ce sont des critères que je peux regarder parce que ça prend une vraie place en fait, l'humain, et c'est pour ça qu'il y a des vraies fonctions. Alors le terme ressources est assez horrible, c'est certain, mais en tout cas, ce sont des humains. Et en ce sens-là, il faut vraiment avoir une fonction qui est dédiée à cet accompagnement-là et qui donne tout son sens et qui accorde vraiment du temps. Et encore une fois, c'est qu'une entreprise, ce type de fonction, c'est ce qu'on appelle les fonctions support, et ce ne sont pas des fonctions facturables. Elles sont non productives dans le sens production-valeur directe pour l'entreprise. Elles apportent de la valeur ailleurs, mais... Donc, c'est pour ça que ce sont des points, en tout cas, qui sont importants et qui permettent aussi de comprendre un peu mieux le monde du travail, des fois, sur certains angles, quoi. C'est intéressant de faire un point un peu sur les green flags, pour le coup, les red flags en entreprise, pour avoir une idée. Encore une fois, il faut creuser, évidemment, il ne faut pas juste rester sur cet a priori-là de l'organigramme, de ce que ça... Et surtout, pas rester sur la marque employeur, évidemment. Toute la stratégie de communication qui est faite autour de l'entreprise sur le volet RH et recrutement. Et d'ailleurs, il existe certaines startups locales qui communiquent énormément sur ça. Et c'est au détriment de la véritable qualité et les vraies questions de conditions de travail, quoi. Si tu devais donner un conseil aux dirigeants qui veulent améliorer la qualité de vie au travail pour leurs équipes, ce serait quoi ? Alors, c'est tout bête, mais la première étape, je regarderais les arrêts de travail. Prendre des métriques en fait par rapport à ce que toutes les entreprises devraient faire, mais des métriques factuelles, déjà, ça donnera pas la réponse finale, mais ça donnera quelques indicateurs sur, et le turnover évidemment, qui donneront des indications par rapport à mon secteur d'activité, comment je me positionne par rapport à ça. Après, encore une fois, ça dépend de la taille des entreprises, mais la question de construire un baromètre régulier autour du niveau pas de satisfaction, mais de bien-être au travail des collaborateurs, c'est aussi une première approche. Dialoguer avec alors je sais plus comment ça s'appelle, le CHCCT ou les entités de représentation du personnel, en fait. Ça aussi, ce sont des leviers qui sont légaux, mais qui ne doit pas être juste une tâche sur l'agenda qu'il faut acquitter, et voilà, essayer de vraiment utiliser cette moulinette-là pour vraiment recueillir des vraies informations et vraiment mener des actions de fond, et encore une fois, pas installer un baby-foot ou une tueuse à bière parce que c'est de la blague des collaborateurs, quoi. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Après, j'ai pas de réponse, mais c'est vraiment... Après, on est plus dans du management et d'intégrer la question de l'empathie. Essayer alors encore une fois, il faut pas être juste piloté par les émotions, etc., mais essayer d'amener un juste niveau, on va dire, dans les objectifs business, rentabilité, etc., mais également le chapitre humain, du collectif, comment ça se passe, et se poser assez régulièrement aussi les questions de comment améliorer les choses. Et ça peut être sur l'organisation du travail, sur le fait de faire des retours d'expérience, le fait de se poser à un moment donné et de reprendre un tableau avec une équipe et de se poser des questions, ok, qu'est-ce qui marche pas, quels seraient les angles d'amélioration, etc. Encore une fois, j'en reviens au b.a.-ba de la gestion de projet. Ça, on le fait souvent en fin de projet, mais on devrait le faire à l'échelle de l'entreprise. À l'échelle de service, il ne faut pas le faire, sinon ce serait la foire, mais il ne faut pas le faire s'il y en a trop de monde, etc. Mais à l'échelle de petites équipes, etc. et tout, sur une équipe de 6 à 7, on va dire, de faire ces ateliers-là. Il en existe plein qui peuvent être gamifiés en plus, etc. Il ne faut pas le faire tous les 4 matins, c'est pas l'idée, mais 2 fois par an. Et ça peut être un exercice qui est intéressant pour se poser des questions
il faut être prêt à se prendre des critiques. Très souvent, si on ne fait pas cet exercice-là, Oui. c'est qu'on va avoir des critiques en face. Malgré tout, si on le fait de manière régulière et que des actions s'en suivent, face à ça, ben on va aller vers le mieux, quoi. Et ça peut être aussi l'opportunité de faire remonter de l'autre côté, par le côté employeur, des choses aussi à améliorer, etc. Pour les équipes. Exactement. Après tout ce que tu as traversé, le burn-out, toute ton expérience que tu as dans le milieu professionnel, c'est quoi ton plus grand apprentissage aujourd'hui ? Ce sont des grandes questions que tu me poses. Plus grand, essayer petit à petit de me remettre au centre. Et ça se traduit pas par être égoïste, évidemment, mais ce sera essayer de faire l'effort de penser un peu à moi dans toute cette équation-là, quoi. Voilà, et pas tout ce qui gravite autour, tout ce qui se passe autour, etc., qui est un peu un réflexe naturel que j'ai ancré pendant des années, que ce soit au travail, dans la vie perso, etc. Et petit à petit, ça marche en fait. Ça demande de l'attention. De temps en temps, je me repère à nouveau. C'est le jeu. Et c'est un peu une question de yo-yo, mais ça me permet d'avancer, en tout cas, et de me remettre un peu au centre et de construire des jolies choses à côté qui arrivent et qui, par le temps laissé à soi, etc. Donc oui, je pense que c'est ça la plus grande leçon, c'est faire cet effort-là. Parce que pour moi, on est tous différents, mais pour moi, c'est pas simple. Donc c'est un exercice auquel je dois me prêter et être vigilant sur le fait que, voilà, ne pas me retrouver totalement submergé, enterré, embarqué dans un truc au risque de me noyer. C'est intéressant de parler de cet effet yo-yo, parce que moi je le vois dans mes accompagnements, mais ça colle à beaucoup de sujets. Dès qu'on avance sur un chemin, qu'on est dans un apprentissage, en fait forcément c'est jamais linéaire, c'est jamais en montée droite, et ça fait vraiment partie du chemin. Il y a des moments où on est au top, d'autres où on est vraiment dans le creux de la vague, mais c'est ce qui nous permet d'avancer et d'ajuster au fur et à mesure pour aller vers ce qui nous correspond le mieux pour le coup. Et oui, c'est frustrant. Ouais, c'est pas facile. C'est effectivement frustrant, et ce que je te disais moi sur la période burn-out, c'était vraiment le fait que, ok, un jour ça va pas. Et c'était pas rationnel. Donc voilà, ça c'était au pire du creux de la vague, on va dire. Là maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est pas... ça dépend vraiment les séquences. Après, il y a des trucs tout bêtes, je pense que ça dépend de la météo. Dans le sud, on a plutôt le soleil, etc., qui nous accompagne le plus clair de notre temps. Mais c'est vrai que dans certaines phases de fatigue, l'ambiance est un peu morose dehors, il fait gris, etc. Il fait froid, bon, pour le sud, le froid est relatif par rapport au nord, mais là, ça demande plus d'énergie pour rester dans une bonne dynamique, et donc on en consomme plus. Donc c'est là où il faut avoir un peu plus de vigilance. Ouais. Mais au moins, rien que de savoir et d'avoir connaissance de ce yo-yo, je trouve que déjà ça permet de prendre un peu de recul et pas de se dire voilà, tout ce que j'ai fait ça sert à rien, je suis retombée dedans. Voilà, ça permet de dézoomer un peu et de se dire... Alors, ça c'est effectivement une vraie leçon, effectivement, sur le fait de se dire ok, bon, là je galère, là ça va pas, mais on a toutes les clés pour pouvoir faire que demain sera mieux. Et effectivement, il faut pas lâcher. Si on parle de la phase burn-out, c'est aussi très important d'être accompagné. Ouais. Parce qu'on perd pied. Donc c'est par l'entourage, les psys, etc., qu'on peut être accompagné et les médocs aussi, dans certains cas, qui est une main tendue pour pouvoir sortir la tête. Et c'est une fois la tête sortie que là, on redevient le capitaine de sa barque, quoi. Voilà. Il faut accepter qu'effectivement, pendant le burn-out, on est un peu... on est en train de se noyer un petit peu, mais on reste à la surface, quoi. On tient encore un peu, même si on est un peu tiré vers le bas. Tout le dispositif que l'on met autour nous aide à pouvoir franchir les étapes. Et je vais reprendre les termes de ma psy, pour le coup. Elle expliquait que c'était comme le passage d'un ouragan. C'est-à-dire que toutes les infrastructures sont détruites. Et en fait, les médicaments, ils vont juste aider et les psys, etc., ils vont aider à reconstruire les ponts, pour pouvoir passer d'un endroit à l'autre, etc., et de reconstruire les choses. Et une fois que les ponts sont là, on va pouvoir redétacher les médicaments et ce qui était la béquille pendant un temps. Voilà. Mais par contre, effectivement, il faut accepter la situation, exercice compliqué, se faire entourer, bien entouré, avoir un véritable accompagnement. Et après, effectivement, une fois que l'on sort de ça et que l'on est sur des phases où on a de très fortes tensions, où ça peut être au boulot, de charge, etc., il va y avoir des périodes qui vont être plus compliquées que d'autres, quoi. Mais bon, ça, c'est après un peu le résumé de la vie, j'ai envie de dire. Et effectivement, il y a un effet yo-yo, et c'est pas parce qu'on rencontre une difficulté que ça ne sera que difficulté. Et donc, l'important, c'est effectivement de garder le cap
et d'apprendre petit à petit de ce que l'on a vécu. Simplement, si quelque part on a entre guillemets la chance de vivre ce genre de choses, autant capitaliser dessus et essayer d'en tirer les leçons, et à l'inverse de ne pas être en hypervigilance, ce qui peut être le risque, mais d'essayer justement de construire quelque chose. Et après, en vrai, quand même, le cerveau il comprend, il est loin d'être bête, et le corps aussi, et donc il y a les red flags, ils peuvent être dans la tête ou spontanément juste se dire ok, il y a un mouvement de recul face à une situation où on se dit ok, c'est peut-être dangereux pour moi parce que je l'ai vécu avant et que je veux pas que ça se reproduise, donc ça devient un instinct aussi d'avoir appris ça. Ouais. Là, moi je pense que ça va être très, et je ne le souhaite pas, mais de retomber aussi bas que ce que j'ai pu vivre, avec tout ce que j'ai pu apprendre, ce sera compliqué. Donc tant mieux. C'est-à-dire que je pense à être outillé pour résister beaucoup mieux à ce type de situation. Oui, c'est devenu une vraie force. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant aussi de revenir sur le côté accompagnement, parce que le burn-out, on pense souvent que c'est que dans la tête, mais c'est aussi très physique. Oui. Alors là, vraiment, c'est un épuisement physique. J'étais cloué au lit avec une incapacité de pouvoir bouger. Et alors, il faut pas confondre burn-out et dépression. C'est pas la même chose quand même. Même s'il peut y avoir quelques schémas proches, comme le fait de pas sortir difficilement du lit. Mais pour autant, c'est pas la même chose. Et on est vraiment sur une sorte d'énorme fatigue qui tombe dessus, et on est complètement KO, quoi. Il y a vraiment un effondrement à ce moment-là hormonal qui fait que physique, mental, il n'y a plus rien qui fonctionne bien, quoi. Je l'avais pas traduit sous cet angle-là, moi j'ai juste été victime de ça. Mais oui, on sent vraiment, et c'est vraiment tombé d'un coup, quoi. Ça a été d'une violence je me suis retrouvé KO, en mode chaos technique, très très vite, et sans rien comprendre à ce qui se passait en plus. Surtout que souvent, juste avant le burn-out, il y a une phase qu'on appelle le burn-in, qui est à l'inverse, c'est une phase où on a beaucoup de mal à s'arrêter, où on est toujours dans l'action, rien que rester par exemple 5 minutes assis sur une chaise, les mains posées sur les genoux, c'est très compliqué, parce qu'on est vraiment dans une hyperactivation, et souvent ça c'est un des signes, des red flags pour le coup, il faut faire attention, parce que quand on est dans cette phase-là, c'est que souvent le burn-out est pas très loin, quoi. Alors moi je pense que c'était ça pendant les 5 années précédentes. Toi t'as eu un long burn-out. Voilà, c'est sur la partie hyperactivité. Je ne saurais pas trop le traduire par ça, parce que vraiment c'était quelque chose que je faisais tout le temps au quotidien, ce que j'évoquais avant. Donc je sais pas si j'ai eu ces signes-là, mais de toute façon j'avais tellement des œillères que... Vraiment, je me rappelle moi quand j'ai dit à ma mère ce que je traversais, elle m'a simplement... Alors avec l'empathie, l'humour que l'on a dans la famille, mais... Elle m'a juste sorti, j'attendais le moment où tu allais m'annoncer que tu allais élever des chèvres sur le Larzac. Parce qu'effectivement, tout le monde voyait que j'allais dans un mur, quoi. Et il n'y avait que moi qui le voyais pas, le mur approcher. J'avais réellement les œillères, etc. Et voilà, c'est très très particulier, mais tous mes meilleurs potes, etc., tout le monde. Voilà, avec le recul, mon frère, enfin tout le monde, vraiment. On l'avait vu sauf toi, quoi. Exactement. Donc ça, c'est aussi peut-être écouter éventuellement un peu l'entourage, quoi. Même si, en vrai... Là, le dire, ça suffirait pas, ça m'aurait pas suffi faut le déclic. À l'intégrer. Ouais, donc voilà. Merci beaucoup pour tous ces partages, Nicolas. Écoute, avec plaisir. C'était vraiment intéressant, on a abordé plein de sujets, j'ai adoré cette conversation. Bah écoute, moi aussi, je pensais pas partager autant d'infos, mais si ça peut aider et servir, voilà. On est nombreux, je pense, à avoir beaucoup de travail, être passionné, on va pas parler le terme de métier passion, mais c'est souvent un levier. Ouais. Donc si ça peut donner quelques clés de lecture, même infimes à certains, ce serait chouette. Ouais, c'est super. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oula, on peut avoir un compte Insta pro peut-être, nprs.conseil, et sinon sur LinkedIn qui est l'essentiel de mon activité. Une dernière question pour conclure, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance ? La définition de la performance, ok. Ta définition. Ouais, ma définition... C'est la capacité d'atteindre un objectif bien défini sans s'oublier et sans se brûler. Voilà, je pense que ça pourrait être ça ma définition. C'est une bonne définition. Ça va alors. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir ce projet.
Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram à inspiration.naturo ou sur LinkedIn à Carole Messonnier, où je partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt!